Bonjour à tous, Deirdre, je vous donne la parole. Parfait. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux conférenciers. Il y a Vincent Blondeau, on ne vous voit pas, merci, et Viken Kayayan Alvarado. Et je pense que je vais laisser chacun dire deux ou trois mots à leur propre sujet pour vous présenter et ensuite on passera à la communication de Vincent. Alors Vincent, si vous pouvez parler un peu de vos intérêts et ce qui vous a amené à faire cette étude. Oui, en fait, c'est dans le cadre d'un cours à l'Université de Montréal où est-ce que j'ai fait une sorte de revue de la littérature, là, si on veut, tout simplement, sur le Grind de Drape, qui est une chasse traditionnelle de la baleine aux îles Féroé. Et puis, j'ai fait une sorte d'analyse là, basée sur une certaine évolution du discours, à la fois à l'international puis aussi à l'échelle locale. Puis, je remercie d'ailleurs Ingrid Hall qui donnait le cours puis qui m'a encouragé à faire la présentation aujourd'hui. Super. J'ai un très bon ami qui a fait des recherches aux îles Faroé. Il y a longtemps, il s'appelle John Arbuckle. Et puis, lui et sa femme ont toujours gardé les îles dans leur cœur et retournent en vacances des fois. C'est une place fabuleuse, apparemment. Oui, effectivement. Oui, oui, oui. Alors, Viken, je te laisse te présenter. Merci, Deidre. Voilà, Viken Kayayan. Je suis doctorant à l'université en anthropologie à l'université de Montréal, justement sous la direction de Madame Deidre Maintel. Je suis guatémaltèque, mais d'origine arménienne libanaise. Fait que je me suis toujours intéressé justement aux phénomènes migratoires, notamment aux migrations du Moyen-Orient dans les Amériques. Et voilà, c'est par là que s'inscrit mon sujet de recherche doctorale, qui porte notamment sur les réfugiés syriens arméniens qui sont venus ici au Québec. Et voilà, un plaisir de vous raconter un peu ce que je suis en train de travailler aujourd'hui. OK, parfait, merci beaucoup. Alors, on va passer la parole à Vincent Blondeau, dont la présentation s'intitule « Du besoin de l'autre pour se reconnaître, le discours transnational sur la chasse aux dauphins pilotes aux îles Féroé du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. » Micro, il faut ouvrir ton micro. Parfait. Alors, vous me dites si les diapositives fonctionnent? Ça va. C'est parfait. OK, génial. Oui, alors, donc, c'est ça. Bienvenue à cette présentation ce matin. D'abord, j'aimerais juste vous avertir que j'ai inclus des images du Grind de Drape, donc qui, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, est le nom donné à la chasse à la baleine, donc localement, mais qui peuvent être aussi quand même choquantes. J'ai choisi de les inclure, pas par provocation, mais juste parce que pour bien comprendre la controverse autour de la coutume, je pense qu'il faut prendre en compte que en fait, c'est très saisissant. Puis, comme vous allez le voir, là, donc, ça marque quand même les esprits. Donc, si jamais c'est quelque chose qui peut vous mettre mal à l'aise, en prendre compte. Là. Alors, pour vous mettre en contexte, les îles Féroé, c'est un archipel de l'Atlantique Nord qui est composé de 17 îles habitées, environ à mi-chemin entre l'Écosse et l'Islande. On compte en ce moment aux îles Féroé environ 50 000 habitants. Tout comme le Groenland, les îles Féroé forment une division d'outre-mer du Royaume de Danemark. Toutefois, il y a eu des nouvelles négociations qui ont été entreprises pour l'indépendance à la fin des années 1990, puis un référendum est toujours en attente. Pour faire un petit compte-rendu historique, au cours des 8e et 9e siècles, des colons en provenance du sud de la Norvège et des Orcades, donc du nord de l'Écosse, vont migrer vers les îles Féroé et importer leurs traditions culturelles et agricoles. En raison de leur éloignement avec le continent européen, les îles Féroé n'abritent aucun mammifère terrestre indigène.
Donc, les relevés archéologiques nous apprennent qu'à cette époque, les insulaires vont assurer leur subsistance grâce à la chasse aux phoques, à la baleine, ainsi que par la capture d'oiseaux. Puis finalement, si on fait un bond au cours du 20e siècle, l'élevage ovin, donc des moutons, qui a longtemps été une activité économique de première nécessité, va être supplanté par l'exportation de morue. Par contre, au début des années 1990, la surpêche va causer un effondrement du stock de morue, puis l'industrie halieutique va plonger le pays dans la récession. Par contre, aujourd'hui, l'économie s'est améliorée depuis les années 2000, notamment avec les promesses du forage pétrolier en haute mer. En ce moment, les îles Féroé, l'économie est très dépendante de l'exportation des produits de la pêche qui représentent 90 à 95 % de la valeur des exportations. Toutefois, en parallèle de cette industrialisation, il subsiste quand même une économie qu'on pourrait dire alternative qui n'est régie ni par les lois du marché ni par une idéologie de la croissance. Donc, la culture maraîchère domestique, l'élevage de moutons, le fowling, qui est la capture d'oiseaux, sont des pratiques qui sont dites avoir coévolué à partir de l'interaction entre l'homme et la nature et qui, pour une chercheuse comme Bogadotir, se sont avérées remarquablement résilientes. Mais surtout, parmi ces pratiques, on peut compter le grind de drape. Alors, qu'est-ce que le grind de drape? En fait, l'expression féroïenne grind sert à désigner autant l'animal, en fait, un banc de globicéphale noir, qui est une espèce de delphinidé que l'on retrouve principalement dans l'Atlantique Nord, mais aussi la chasse de cet animal. Donc, bien que traditionnellement, la chasse au globicéphale ait existé dans d'autres régions du monde, par exemple, à Terre-Neuve, elle n'est aujourd'hui encore pratiquée que dans les îles Féroé et au Groenland. Donc, traditionnellement, le grind de drape va comporter 5 étapes. Premièrement, un grind est repéré. Ensuite, les chasseurs vont se mettre en route sur leurs propres embarcations. Ensuite, le banc va être pourchassé, acculé sur une plage. Ensuite, il va être hissé sur la plage, puis abattu. Les participants et les autres spectateurs vont danser toute la nuit pendant qu'un officier établit la répartition des parts et au matin, les baleines vont être divisées, découpées en morceaux et ramenées chez les habitants. En fait, aujourd'hui, ça se passe encore sensiblement de la même façon. La danse a plutôt été abandonnée, mais somme toute, on peut dire que pendant des siècles, la tradition, dans sa forme, est restée sensiblement la même. Par contre, la pratique est quand même en évolution, particulièrement depuis les années 1980, avec l'adoption d'une lance qui est conçue pour sectionner plus efficacement la moelle épinière, en fait, des globicéphales et qui remplace le couteau traditionnel. La chasse a lieu de façon spontanée et dépend de l'observation d'un banc depuis le rivage ou de la mer. Donc, si les conditions météorologiques sont favorables et que les volontaires sont assez nombreux, parce qu'il faut comprendre que la participation est ponctuelle et non rémunérée, alors un grind aura lieu. Grâce à leur statut spécial, les Féroé ont pu choisir, à l'inverse du Danemark, de ne pas se joindre à l'Union européenne, ce qui leur donne en fait le plein contrôle sur la réglementation de la chasse à la baleine, qui, au sein de l'Union européenne, deviendrait automatiquement illégale. Or, depuis les 30 dernières années, le grind soulève la controverse et a fait l'objet de nombreuses campagnes de protestation, élaborées entre autres par la Sea Shepherd and Conservation Society. Plus récemment, les îles Féroé ont défrayé la chronique après le massacre qui a été jugé incompréhensible de 1428 dauphins à flanc blanc, donc qui est une espèce qui n'aurait pas été chassée traditionnellement. Par contre, la chasse au globicéphale noir, quant à elle, reçoit toujours l'approbation de 83 % de la population. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que l'alimentation est une question qui a soulevé de nombreux débats au sein de la discipline anthropologique. Dans cette présentation, on va aller au-delà d'une approche dite écologique ou matérialiste pour privilégier une approche symbolique, c'est-à-dire nous intéresser aux rapports de sens qui sont enchevêtrés dans l'alimentation. C'est ce qui fait dire, par exemple, à Marshall Sahlin que la société, dans sa relation avec son environnement, est organisée par des estimations spécifiques de comestibilité et de non-comestibilité, lesquelles sont qualitatives et ne sont en aucune façon justifiables par un avantage biologique, écologique ou économique.
Les avantages d'une telle perspective, c'est qu'elle va attirer notre attention sur l'agentivité des individus au regard de leur subsistance et permettre de transcender les dichotomies réductrices entre besoins et désirs, ainsi qu'entre nécessité et luxe. Donc, on va examiner quelles sont les logiques culturelles qui sous-tendent l'alimentation des Féroïens, plus particulièrement en ce qui concerne la consommation de viande de globicéphale et du lard, qui sont les produits du grind de drape. Donc, pour ce faire, on peut faire appel au concept sociologique de discours. J'emprunte la définition du sociologue américain David Apter, où la théorie du discours concerne la manière dont les gens se convainquent d'agir, dont ils définissent leurs choix, interprètent les événements et leurs expériences en utilisant entre autres les signes, les symboles, le langage et les mythes. Ainsi, pour l'ethnologue Tom Narby, lors de la première moitié du 19e siècle, un niveau de discours symbolique à propos du grind va se former en parallèle de l'institutionnalisation du dialecte féroïen en tant que langue nationale. Donc, le grind d'une part et le langage féroïen de l'autre vont permettre de cristalliser l'identité féroïenne sous l'essor d'un courant qui balaye alors l'Europe, le nationalisme romantique. Donc, comme le soulignent Willy et Margolin, qui sont deux anthropologues qui ont séjourné dans les années 1970 aux îles Féroé, le grind de drape, s'il a été de tout temps une partie intégrante du mode de vie féroïen, c'est vraiment seulement à partir du réveil nationaliste qu'il va acquérir le caractère folklorique qu'on lui reconnaît aujourd'hui. Donc, à cette époque, la création d'un symbolisme autour du grind de drape s'inscrit dans une démarche qui est menée partout en Europe pour recenser les traits typiques de chaque région. On va soudainement s'intéresser aux coutumes et aux manières de parler locales qui sont menacées par la révolution industrielle. En 1835, le gouverneur danois des îles Féroé compose un hymne qui porte sur la chasse au globicéphale et qui va rencontrer un grand succès. Il s'agit en quelque sorte d'une des premières œuvres de la littérature moderne féroïenne. Puis à partir de cet instant, le grind de drape va devenir le trait caractéristique des Féroïens à l'échelle locale, mais aussi depuis l'international. Il va servir de métaphore pour la culture nationale dans son ensemble. Par ailleurs, au début du 20e siècle, l'ascendance viking des Féroïens est un sujet qui est récurrent dans les guides à l'intention des touristes européens. Le grind de drape est en fait comparé à une sorte de sport national. Donc, pour citer l'auteur féroïen Jacobsen, il est curieux que les Féroïens qui ignorent tout du meurtre aiment tuer les globicéphales. Ils trouvent le spectacle irrésistible. Ce doit être une sorte d'atavisme. L'esprit viking reprend soudainement vie. Que penser de ce peuple sobre lorsqu'on voit un homme paisible, vêtu de légers vêtements d'été avec une canne et un chapeau de paille, mettre soudainement un couteau entre ses dents, sauter dans l'eau sanglante et nager de long en large et poignarder à gauche et à droite. En fait, au début des années 1980, on vend encore dans les boutiques de Tórshavn des bijoux en forme de baleine, des cartes postales qui illustrent le grind, comme le souligne Narby, un symbole n'acquiert son caractère national qu'à travers sa reconnaissance extérieure. Donc, il est complètement dépendant du discours transnational qui ici passe par le touriste. En fait, la distinction culturelle doit d'abord apparaître en contraste avec quelque chose. La culture ne peut vraiment se matérialiser que dans la contradiction avec l'autre. Le couteau traditionnel, par exemple, qui était utilisé pour couper la moelle épinière, va devenir un élément important de la culture matérielle et va symboliser le savoir-faire technique et artistique des Féroïens. Or, à partir des années 1980, le romantisme autour du grind de drape va être confronté à l'émergence d'un nouveau discours en provenance des grandes villes européennes et américaines, donc le discours environnementaliste. Tout va basculer en 1985 lorsque la chasse au globicéphale va faire la une d'un quotidien britannique avec le titre « Blood on the Beaches ». Des ONG vont alors être créées en réaction au grind et mettre sur pied des campagnes médiatiques. Comme l'explique l'anthropologue Kay Milton, ceux qui ont le pouvoir d'influencer ce qui est défini ou non comme une pratique écologique sont ceux qui peuvent mobiliser le plus efficacement les moyens de communication, notamment les médias, la publicité et le lobbying politique. Les Féroïens, qui sont toujours très attachés au grind de drape, n'ont pas d'autre choix que de réactualiser le discours du nationalisme romantique, en fait, pour confronter les critiques qui vont surgir depuis l'international. Donc, il va s'opérer un rapprochement entre l'identité féroïenne et celle des peuples autochtones qui, à la même époque, luttent pour conserver la chasse traditionnelle du phoque.
les Féroïens vont donc se présenter comme l'antithèse de l'Occident, comme un peuple qui vit toujours en communion avec la nature, préservé de l'aliénation et de la pollution du monde moderne. Les insulaires vont mettre de l'avant qu'ils ont toujours été en mesure de respecter le fragile équilibre écosystémique de l'archipel. D'une certaine manière, on peut dire que les Féroïens se sont défendus en se servant de la même arme que leurs détracteurs, parce que à l'époque, le discours environnemental, encore comme aujourd'hui, était basé sur une idéologie néo-romantique de la nature, c'est-à-dire une apologie de la nature comme un espace vierge, gardé intact, en marge de la civilisation. En fait, pour citer un éditorial qui est paru dans un journal local en 1985 et qui reprend le point de vue de nombreux Féroïens, on dénonce la pression qui est exercée par les citoyens des métropoles occidentales qui, à la lueur des néons, ramassent un paquet de cellophane joliment emballé au comptoir des surgelés, la pression des personnes dont le mode de vie les empêche de voir une quelconque relation entre le paquet de cellophane et l'animal vivant dont il provient. Par contre, ce discours va avoir l'effet pervers de dépeindre la culture féroïenne comme une sorte de reliquat qui serait demeuré en marge du monde industrialisé. Ce positionnement évolutionniste va transparaître dans de nombreuses critiques qui vont être adressées aux Féroïens. Par exemple, il va y avoir une campagne où est-ce que plusieurs Européens vont envoyer des lettres aux îles Féroé, en fait, tout simplement pour les critiquer, dans lesquelles on va pouvoir lire « Dans l'état actuel des choses, vous et vos enfants êtes les chiens détraqués de la civilisation, tout juste bons à être jetés aux chiottes. Proclamez ceci haut et fort comme l'opinion des Européens modernes qui se soucient de la vie à tous les dépravés qui habitent les Féroé. » Toutefois, aujourd'hui, la modernité est attaquée de toutes parts dans le contexte de la crise écologique et ça laisse entrevoir un renversement de situation dont se sont emparés les Féroïens pour revaloriser leur mode de subsistance traditionnel qui est à nouveau présenté comme une alternative à l'industrie agroalimentaire. Donc, dans un article publié en 2015, Fielding, Davis et Singleton vont décrire la tension qui s'exerce entre deux pôles qui régissent la pratique du green. Donc, d'une part, le green semble se dérouler de façon décentralisée et horizontale, mais d'autre part, c'est aussi un événement qui est fortement réglementé. Donc, à la vue d'un banc de dauphins pilotes, qui est un nom donné au globicéphale, le marin ou le pêcheur est en fait contraint par la loi d'aviser le shérif, c'est-à-dire le chef de la police locale, qui est en fait une sorte de représentant aussi de l'État colonial danois. Celui-ci va ensuite entrer en contact avec les Grindaformen, qui sont des citoyens qui sont élus sur la base de leur savoir-faire et qui sont en quelque sorte les détenteurs de la tradition. Ces derniers vont conseiller le shérif et délibérer sur le déclenchement de la chasse, qui doit obligatoirement se dérouler dans l'une des 23 plages qui sont autorisées par la législation. Lors de la chasse, le premier à atteindre le banc va hisser le drapeau féroïen sur son mât pour signaler son rôle de leader. Il va ensuite être rejoint en mer par la communauté et ils vont finalement acculer le banc sur une plage où d'autres hommes vont se jeter à l'eau pour capturer les bêtes. Durant l'opération, c'est le shérif qui est chargé de faire respecter la législation. C'est à lui et à ses délégués que revient la responsabilité de compter, mesurer, évaluer et diviser les résultats de la chasse. La viande et le lard vont être distribués parmi les participants, mais aussi souvent parmi les résidents du village où s'est déroulée la chasse. Puis parfois, une part est aussi réservée pour les écoles, les résidences pour aînés et les personnes dans le besoin. Donc, pour les auteurs, le Green Daydra possède par conséquent de nombreuses caractéristiques d'une organisation anarchiste, en fait, où la forme de gouvernance se fait par une absence d'organisation hiérarchique, où des communautés s'organisent et se gouvernent par elles-mêmes, où les moyens de subsistance sont partagés équitablement par tous les citoyens qui sont unis par des besoins mutuels et des intérêts communs. D'ailleurs, en fait, l'autorité est acquise par les individus sur la base de leurs connaissances et de leur expérience, comme c'est le cas chez les Grindaformen, plutôt que d'être imposée par l'État. Si on fait exception de l'autorité qui est détenue par le shérif, le Grind est en fait un exemple de ce qu'a décrit Pierre Kropotkin dans son essai de 1902, L'entraide. Donc, plutôt qu'une société individualiste et compétitive de type survie du plus fort, on peut dire que les Féroïens pratiquent une chasse qui est communautaire et qui profite en fait à un large éventail de membres de cette communauté.
De plus, les féroïens, habituellement, vont condamner la vente des produits du green. Donc, par définition, on pourrait dire que le green participe à un discours anticapitaliste. Par contre, comme le précisent Bogadotir et Olson, il ne faut pas interpréter ça comme un choix politique conscient, mais plutôt comme un épiphénomène qui, en fait, se manifeste à partir d'une pratique qui est culturellement signifiante et enracinée dans l'histoire locale. Donc, ça montre comment des communautés peuvent s'organiser selon des principes qu'on associe en fait de nos jours à la décroissance, tels que le partage, la simplicité, la convivialité et la propriété commune. En 2014, un chasseur interviewé par le National Geographic va déclarer « Je doute que vous puissiez ressentir ce sentiment de communauté et de travail d'équipe ailleurs dans le monde. » Donc, à vrai dire, les autorités féroïennes vont plaider pour le droit des insulaires d'être à la fois modernes et traditionnels. Il faut savoir qu'en contrepartie, le PIB par habitant des îles Féroé est l'un des plus élevés au monde, de même que sa moyenne de gaz à effet de serre. Donc, la politique économique, elle, en fait, est dominée par l'industrie de la pêche et l'aquaculture et est résolument orientée vers la croissance. Donc, longtemps, en réponse aux accusations des environnementalistes, les nations baleinières comme le Canada, l'Islande, le Japon et bien sûr les îles Féroé vont investir dans la recherche scientifique pour essayer de démontrer le caractère durable de leur chasse. Et aujourd'hui, les gouvernements vont tenter d'influencer les grands médias et en fait, aux yeux du grand public, de légitimer cette chasse. Donc, lorsqu'on étudie le discours actuel du gouvernement sur le green, on voit que c'est en fait teinté par les critiques qui sont adressées depuis l'international par les ONG. On va mettre, par exemple, de l'avant que c'est une chasse qui participe à l'autosuffisance alimentaire de l'archipel. Donc, on pourrait dire que le discours de la durabilité va aussi actualiser certains éléments qu'on a vu surgir dans les années 1980, à savoir la relation de proximité entre les Féroïens et leur environnement, mais aussi en tenant compte des enjeux plus contemporains, par exemple en expliquant que la capture annuelle de globicéphales ne dépasse pas 1% du stock total qui est estimé dans la région. Il a entre autres été rapporté dans la presse féroïenne que les produits du green peuvent représenter jusqu'au quart de la production nationale de viande. Puis, on note aussi, dans le fond, une récupération du discours nationaliste qui mise désormais sur l'engouement pour l'alimentation de proximité. Alors, donc, au fil des décennies, le discours sur le grain de drape a muté pour devenir de plus en plus politisé. Comme ce fut le cas ailleurs en Scandinavie et en Europe, ce sont en fait des académiciens et la classe politique qui vont s'intéresser les premiers à la culture populaire. Des éléments qu'on considère aujourd'hui comme distinctifs de la culture féroïenne, comme la chasse au globicéphale, se sont établis grâce au discours des écrivains et des historiens, parfois étrangers, qui avaient le pouvoir de définir qu'est-ce qu'était le folklore féroïen. Donc, il faut comprendre que les discours sont toujours une instance de pouvoir. Les symboles, les mythes, les métaphores sont des éléments qui permettent de construire notre connaissance du monde, mais qui sont aussi amalgamés dans des rapports de force entre ceux qui transmettent le discours et ceux qui le reçoivent. Donc, le discours nationaliste, par exemple, va contribuer à façonner nos actions, un sens de l'identité, tandis que le discours environnementaliste va, on pourrait dire, instaurer un nouveau sens de l'éthique. Donc, la question, c'est de savoir comment, en fait, on voit émerger un discours qui est aussi celui de l'éthique animale. Et là, c'est de voir comment est-ce que les Féroïens vont être capables de négocier les attaques qui viennent de l'international pour essayer de réactualiser le symbolisme, le sens qu'ils donnent à cette chasse pour en fait, s'ils veulent perpétuer la tradition. Donc, la question, c'est de savoir tout simplement, est-ce qu'on verra toujours le grain de drape d'ici quelques décennies? La question se pose. Alors, merci beaucoup. Merci à vous, Vincent. On a le temps de poser quelques questions, de discuter un peu, du moins de façon ponctuelle. J'ai oublié de dire au tout début qu'on ne fera pas de pause parce que nous avons juste deux conférenciers. Donc, si quelqu'un veut poser des questions, il faut quand même qu'on arrête le partage pour que je puisse voir les mains levées. Donc, si quelqu'un a une question,
Moi, personnellement, je trouve très intéressante la présentation de cette chasse comme une affaire collective, anticapitaliste et tout ça. Et je me demandais si dans vos études, vous n'avez pas trouvé d'autres affaires collectives dans la vie au Faroé. C'est sûrement pas seulement le seul exemple de vie communautaire, n'est-ce pas? Oui, ben un bon exemple, ce serait les tradirs. Je ne sais pas si j'ai la prononciation qui est correcte, mais en fait, c'est en fait un des premiers exemples au monde, on pourrait dire, de jardins communautaires, un peu, de jardins urbains, qui sont des parcelles de terre qui ont été données déjà là, au début du 20e siècle dans la capitale. On a alloué certaines parcelles à des citoyens qui n'étaient pas propriétaires, puis pour en fait non seulement améliorer les inégalités sociales, mais aussi, c'est ça, donc leur permettre une plus grande autosuffisance alimentaire. Donc, il y a quand même cet aspect-là aussi. Puis, nécessairement, aux îles Féroé, il y a plusieurs villages où il y a seulement quelques centaines d'habitants. C'est sûr que la vie communautaire est très serrée, là. Mais oui. Et je me demande aussi à quel point ils sont dépendants de l'extérieur pour leur base essentielle et alimentaire. Ben, en fait, c'est toute là la question. C'est que les détracteurs du green vont dire vous n'avez pas besoin de chasser le globicéphale. Vous pouvez tout simplement vous rendre à l'épicerie. Il y a tous les produits qu'on retrouve dans une épicerie européenne locale. Par contre, en fait, ce qu'ils vont répondre, c'est ben, vous devez savoir, vous n'êtes certainement pas sans savoir que la viande qui vient d'ailleurs, par exemple, qui est importée du Brésil, a aussi été tuée, provient aussi d'abattoirs, etc. Donc, en fait, eux vont valoriser cette viande-là qui vient de chez eux. En effet, c'est un peu curieux qu'on démonise cette chasse et de l'autre côté, ceux qui arrivent dans nos propres abattoirs. C'est absolument hallucinant. Ben, un aspect pour le comprendre, c'est surtout que la baleine en général a été un symbole fort pour le mouvement environnementaliste. Par exemple, quand Greenpeace a été créé, c'était pour préserver la chasse à la baleine. Donc, c'est devenu comme un symbole qui était très important. Puis, il y a aussi tout le côté de l'éthique animale où est-ce qu'il y a des recherches qui s'intéressent à l'intelligence des baleines, leur communication, leurs émotions. Donc, c'est vu comme un animal qui serait comme très évolué. Puis Et juste le mot dauphin, ça conjure un animal adorable et près des humains et tout ça. Pourtant, et moi, je parle comme végane. et je trouve l'hypocrisie assez intéressante que vous exposez dans votre présentation, du moins de manière indirecte. Je trouve très intéressant. J'essaie de voir, est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez lever la main. Oui, Deirdre, il y a Amy qui va poser les questions. Amy Guilbeault, parfait. Amy, on ne vous voit pas. Si c'est possible d'ouvrir la caméra, ça serait sympa. Parfait. Oui, de fond, il y a une question de Charles-Henri qui demande s'il y avait des statistiques en lien avec l'évolution des populations de graines à travers les différentes époques. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je m'étais préparé, j'ai un autre ordinateur. En fait, il y a un cycle, on voit qu'à peu près tous les 120 ans, il y a un cycle qui recommence où est-ce que les populations vont graduellement augmenter, puis ensuite entrer en déclin. Puis par exemple, il y a une décennie, en 1760, où il n'y a tout simplement pas de bancs de globicéphales qui ont été aperçus aux îles et il n'y a pas eu de green pendant 10 ans. Puis, en fait, c'est difficile de savoir si, là, par exemple, on serait dans une période de déclin, mais est-ce que c'est vraiment parce que les critiques des ONG fonctionnent? Pas nécessairement, ça pourrait juste être un phénomène biologique là, au niveau de la fluctuation des populations. Donc, oui, il y a ça qui se remarque.
OK. Il y a aussi une autre question de Karine qui demandait, dans le fond, si tu peux parler un peu de ta méthodologie de ton terrain, mais dans le fond, tu avais dit au début que c'était vraiment plus une... Oui, c'est ça. Moi, je suis au premier cycle à l'Université de Montréal. Je dois dire que je ne me suis pas rendu sur les îles Féroé. Mais ce serait un projet pour toi de faire un projet de terrain là-bas? Pour l'instant, je dirais pas nécessairement, mais si on analyse juste le discours, de faire le tour, les différents sites web, les médias, voir qu'est-ce qui est avancé, les sites web de Sea Shepherd, ça, dans le fond, on n'a pas besoin nécessairement de s'y rendre parce que c'est de l'information qu'on trouve sur les réseaux sociaux, qui en fait qui est destinée à l'international, qui cherche à mettre de la pression depuis l'international sur les îles Féroé, ou à l'inverse, le gouvernement va essayer de se défendre en produisant du matériel informatif. Là. Bon, merci. D'autres questions? OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer la parole à Viken Kayayan Alvarado.